Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à ce flash bonsoir plutôt et bienvenue à ce magazine Humura Burundi. On s'excuse pour ce petit retard. Commençons par les principaux titres. Les présidentielles au Burundi programmées pour le 20 mai 2020, la CENI a sorti ce vendredi le calendrier des prochaines élections. Les déplacés de Moutaro sous menace d'expulsion de leur site. L'administration avance des travaux d'intérêt public dans le dit site. Et enfin, des sonnettes d'alarme de part et d'autre du pays. Le paludisme ne cesse de faire des victimes. Tout à l'heure, nous vous parlerons des cas de la province Chibitoke et de la zone Rukaramu de la province Bujumbura, dite rurale. Inès Gakiza est avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est Mestive Nyungeko, ingénieur Égide Mwemero. Et je vous rappelle que vous retrouvez le magazine Humura Burundi sur différentes plateformes de la RPA, le www.rpa.bi sur Twitter, SoundCloud ainsi que sur le YouTube. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page politique. Je viens de vous le dire. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public ce vendredi le calendrier électoral pour les élections de 2020. Un calendrier qui se réfère sur le nouveau code électoral promulgué le 20 mai de cette année. Le constat est donc que ce calendrier diffère de celui de 2015 dans l'organisation des élections. Le pensée avec Janvier Ninina Hadzkoui. Comme le stipule le calendrier électoral pour les élections de 2020, ces élections se dérouleront en 3 temps. Pierre Claver Kadzihisse, qui préside la Commission électorale nationale indépendante CENI, a indiqué à la presse comment ces élections vont se succéder. Les dates les plus importantes sont à 3. D'abord, c'est le 20 mai 2020, où il y aura les scrutins combinés. Le scrutin, n'est-ce pas, élection présidentielle, élection des députés et élection des conseils communaux. C'est ça, c'est le 20 mai. Il y a ensuite le 20 juillet où il y aura l'élection sénatoriale et ensuite le 24 août où il y aura l'élection des conseils des collines ou de quartier. Ce calendrier est pourtant différent de celui des élections de 2015. Celles de 2020 seront organisées en 3 temps. Les élections présidentielles, les élections des députés et celles des conseillers communaux auront lieu le même jour. En second lieu, il y aura les élections sénatoriales et enfin les élections des conseillers de collines et de quartier. C'est au moment où, en 2015, les élections se sont déroulées en 4 temps. On avait commencé par les élections des députés et celles des conseillers communaux qui ont eu lieu le même jour. En deuxième lieu, les élections présidentielles et troisièmement, les élections des sénateurs pour terminer avec celles des conseillers collinaires et de quartier. Merci Janvier. Ninina Hadzkoui, au sein du parti Sawanya Frodewu, on indique que le calendrier ne pose pas problème. Le problème est que ce sont des élections organisées dans un pays non paisible. Pour Léonce Ngedakumana, le vice-président du parti Sawanya Frodewu, ce n'est point un calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Plutôt, les responsables de cette commission ont été chargés de la publication. Suivons Léonce Ngedakumana. Un calendrier qui devait être présenté il y a de cela 2 semaines. Ça n'a pas été le cas, on ne sait pas pourquoi. Il ne peut pas parler d'un calendrier électoral publié par une commission électorale nationale indépendante. Ce n'est pas une commission électorale nationale indépendante, c'est plutôt un comité ou une commission du parti CNDD, FDD et de quelques membres du gouvernement. Bon, c'est des institutions qui pilotent le pays aujourd'hui. Et nous savons pourquoi. Un calendrier qui émane d'une commission a été imposé au peuple burundais par la force en violation des principes, des options, des orientations contenues dans l'accord d'Arusha. Un calendrier qui s'inscrit dans le cadre d'un code électoral qui a été élaboré dans la clandestinité. Un calendrier qui vient dans un contexte où beaucoup de Burundais qui sont en prison sont contraints de rester en exil et où d'autres sont cachés à l'intérieur du pays, vivent sous la peur, sous le terrorisme. Ce calendrier vient résoudre quelques problèmes dans un environnement défavorable, hostile aux
à la préparation et à l'organisation des élections apaisées comme ça. Le calendrier en soi, c'est ce détail qu'on a mentionné. J'ai vu qu'à partir du mois de mai 2020, jusqu'à probablement au mois d'août 2020, il y aura un semblant d'élection. Mais je dois vous dire que ce calendrier, le condamner, ça serait injuste pour lui parce qu'il vit dans un environnement, dans un contexte qui n'est pas défavorable à la préparation des organisations et de l'organisation des élections. Nous condamnons cette façon de présenter un calendrier où les partis politiques concernés n'ont pas été consultés. Toutefois, le parti Sawanya Frodebu précise bien qu'il participera à ces élections prévues en 2020. Selon son vice-président, c'est une stratégie qu'ils ont adoptée pour pouvoir réinstaurer la démocratie au Burundi. Et parlant encore politique, le parti CNL s'insurge contre les actes d'intimidation et d'autres cas d'intolérance politique commis contre ses membres. Dans une conférence de presse animée cet après-midi, le secrétaire général de ce parti a confirmé que plusieurs de ses membres ont été arrêtés dans différentes localités du pays. Simon Bizimungu demande au gouvernement de traiter équitablement tous les partis politiques. Suivons-le. Les faits ci-après témoignent à suffisance de cette intolérance. L'enregistrement de l'identité de tout militant qui se rend à la permanence nationale du parti inquiète plus d'un. Jusqu'à maintenant, le parti ignore la finalité de ces enregistrements. Les cas de harcèlement, d'intimidation, d'arrestation arbitraire, d'emprisonnement abusif et autres violences physiques, ainsi que des montages à l'endroit des militants et sympathisants du parti CNL sont légion. Le parti CNL se voit de temps à autre refuser son droit de s'installer dans certaines provinces et communes. De plus, des cas de vandalisme de non-permanence ont été enregistrés, entre autres, dans les communes de Mouta, province Rumongue, Buganda, province Chibitoke, et Gasikanoa, province Ngozi. Ce vandalisme a atteint son paroxysme avec l'incendie et la démolition de notre permanence provinciale à Nyabiraba, en province de Bujumbura. Le parti CNL voit à travers tous ces habits, comportements et attitudes émerveillants une sorte de stratégie de restriction et de verrouillage de l'espace politique. Le parti CNL, soucieux de contribuer à la bonne préparation et au bon déroulement des élections, demande 1. Au gouvernement de libérer tous les Inyangamugayo, militants du parti CNL, injustement arrêtés et emprisonnés pour des mobiles politiques, de vulgariser la loi numéro 1/28 du 5 décembre 2013 portant réglementation des manifestations sur la voie publique et les réunions publiques, car la non-maîtrise ou la mauvaise interprétation de cette dernière par certains administratifs bloque ou déstabilise les activités des partis politiques. D'assurer pleinement son rôle de garant de la tranquillité et sérénité sans discrimination ou exception aucune. C'était Simon Bizimungu, le secrétaire général du parti CNL. Je vous rappelle que vous recevez ce magazine en écrivant sur WhatsApp au numéro +49 151 294 16 348. Après la pause, c'est la page santé. Humura Burundi. La malaria prend de plus en plus de l'ampleur en zone Rukaramu, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. 8 personnes ont déjà été emportées par cette maladie en moins d'un mois. Aujourd'hui, les habitants de cette localité désespèrent car cette maladie commence à résister aux médicaments jusque-là prescrits. Le pensée avec Vicky Chris Nineletse. La colline la plus touchée par la malaria est celle de Kinyinya. Selon certaines autorités à la base, 8 personnes dont des enfants en bas âge sont déjà mortes. 8 personnes ont déjà succombé de cette maladie, adultes et enfants confondus. Mais la plupart de ceux cas de décès enregistrés sont des enfants. Selon les agents de santé œuvrant dans cette zone, la malaria ne cesse de gagner du terrain.
Le personnel soignant nous a fait savoir que la virulence de la maladie a été multipliée par 4, ce qui veut que le plan inhalé est alarmant. Pire encore, témoignent certains habitants de la place, les médicaments qu'ils prenaient avant semblent ne plus avoir aucun effet sur cette maladie. La maladie semble résister aux comprimés qu'on nous donne. Aujourd'hui, on arrive au point où, pour guérir, on doit être hospitalisé et perfusé. Les habitants de cette localité demandent l'intervention du ministère de la Santé pour leur fournir des médicaments afin d'éradiquer cette maladie qui présente de plus en plus toutes les caractéristiques d'une épidémie. Oui, et la malaria évolue en dents de scie dans le district sanitaire de Cibitoke, en province Cibitoke depuis le début de l'année en cours. Cependant, pour les responsables de santé dans ce district, précise qu'il y a actuellement une légère diminution des cas de malaria. Le point c'est avec Emmanuel Ndaïchimi. Environ 5800 cas de paludisme ont été répertoriés au cours de la 25e semaine de l'année dans le district sanitaire de Cibitoke. Ces chiffres ne concernent que le premier jour jusqu'à mardi. Durant la 24e semaine de l'année, on a recensé 6500 cas de paludisme dans ce district de santé. Selon les statistiques de ce district, la 22e semaine a été la plus dense avec 8500 cas de paludisme et le sang. Les chiffres proches de cela ont été signalés dans le district au cours de la première semaine de l'année. Nos sources dans le district de santé de Cibitoke ne donnent pas les chiffres des décès même si elles admettent qu'il y a eu des morts. L'augmentation des cas de paludisme provoque la surpopulation des malades dans différents établissements de santé. À l'hôpital du district de santé de Cibitoke, les malades dont les enfants pour la plupart se partagent en lit à 3 dans le district de santé de Mabaï, situé dans la même province de Cibitoke. 3 enfants se partagent également un seul lit d'hôpital. Cela dit, des moyens importants auraient été utilisés pour contrer le paludisme à Cibitoke, ce qui explique la réduction du nombre de cas de malades dans la semaine en cours. Merci Emmanuel Ndaïchimi. Dans cette même province, Cibitoke, il y a risque du retour du choléra dans la commune Rugombo à cause de la carence persistante de l'eau potable. Pourtant, le ministre de l'Énergie et des Mines avait annoncé au début du mois que des mesures allaient être prises pour lutter contre cette maladie. Plus de détails avec Emmanuel Niungeko. Cette pénurie d'eau potable se fait remarquer surtout sur les collines Marambo 1 et 2, ainsi que dans le secteur Munika 1 et 2. Les populations de ces collines indiquent qu'à part que les robinets sont en nombre insuffisant, même ceux qui sont disponibles sont à sec, l'on vient très rarement et ne dure que le temps de la rosée. Ceux qui habitent le long de la rivière Nyakagunda se lavent dans les eaux de cette rivière et y lavent leurs habits. Il y en a même ceux qui y nettoient les ustensiles de cuisine. C'est l'eau de cette même rivière qui sera puisée par la population pour être utilisés dans la préparation de la nourriture. Ces habitants disent qu'ils n'ont pas d'autres moyens. À côté de ce manque d'eau potable en commune Rugombo, les vendeurs des aliments qui se mangent crus se remarquent en grand nombre. C'est notamment ceux qui étalent les mangues, les bananes mûres, le maïs cuit et les beignets. Les acheteurs ne se lavent pas les mains et ces produits ne sont pas nettoyés avant d'être consommés. Au début de ce mois de juin, le choléra s'est manifesté dans cette commune. 12 cas ont été documentés pour la période allant du 3 au 10 juin. C'est en une semaine seulement. C'était sur les collines Marambo 1 et 2 ainsi que sur celle de Munika 1. Durant cette période, le ministre de l'Énergie et Mines avait déclaré que des mesures d'urgence allaient être prises dans le but de lutter contre cette maladie. La première mesure était celle d'exiger à la Régie des eaux d'ouvrir les robinets et de distribuer de l'eau à la population. La Croix-Rouge avait promis de disponibiliser des bâches pouvant servir de stockage d'eau. L'autre mesure prise cette fois-ci par le gouverneur de la province de Cibitoke concernait l'interdiction de la commercialisation des aliments qui se mangent crus. Pourtant, comme le disent ses habitants, aucune mesure n'a été mise en application. La population de la commune Rugombo craint la réapparition du choléra si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Humura Burundi.
Page gouvernance, à présent, les déplacés du site d'Omutaho, c'est dans la province Gitega, sous menace d'expulsion par les administratifs. Ces derniers se cacheraient derrière la viabilisation du site Teka Kirehe. Ces déplacés expriment la peur de retourner sur les collines d'origine suite au climat d'intolérance politique qui se manifeste encore à travers le pays. Bonfils Nyongere. Ces déplacés du site d'Omutaho indiquent qu'ils sont en train d'être expropriés par l'administration soi-disant pour y effectuer des travaux publics. Les propriétés visées par cette expropriation sont celles de Teka. L'instigateur et l'administrateur Denis Omuhanyi. La commune aurait prévu d'y ériger des constructions modernes, une mesure contestée par ces réfugiés qui ont toujours manifesté leur refus dans toutes les réunions convoquées par l'administrateur. Face à ce refus de déplacer, l'administrateur Denis Omuhanyi a fait recours à un comité de pilotage et de viabilisation composé d'une vingtaine de personnes majoritairement issues du parti au pouvoir au sein de DFDD. Il a mis en place un comité de pilotage qui exclut les propriétaires. Certains sont des Imbonerakure, les membres du CNDD-FDD qui n'ont pas de propriété et les membres du CNDD-FDD qui habitent le site. En fait, ces gens sont là pour influencer les autres dans le processus de démantèlement du site de Mutaho. Les corps de défense et de sécurité font également partie de ce comité mis en place par l'administrateur de Mutaho, une situation qui inquiète beaucoup ces déplacés qui craignent qu'il y ait usage disproportionné de force. L'administrateur est tenu par les responsables militaires et policiers de la commune Mutaho. Ils ont déjà commencé à délimiter les routes et les parcelles par des piquets. Les propriétaires s'y sont opposés, mais le responsable et policier leur a signifié que quiconque arrachera un seul piquet sera directement fusillé. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Denis Omuhanyi pour de plus amples éclaircissements, mais en vain. Et enfin, dans la série de reportages de la RPA sur la commercialisation et la consommation de la boisson prohibée, dite Kanyanga, nous vous parlons de la fabrication de cette boisson et les stratégies des fabricants pour camoufler les lieux de sa fabrication. Innocent Valentin Singirangabo nous fait le point. La boisson prohibée dénommée Kanyanga est normalement fabriquée à partir de certains déchets. Le maïs et le blé abandonnés servent également à sa fabrication. On utilise également les restes du manioc pour y tirer la farine servant à la fabrication de la pâte. Cela est communément appelé amakororo. Selon les sources qui habitent tout proche des endroits de fabrication de la fameuse boisson, on mélange également avec la mélasse. Pendant le brassage, les vendeurs de cette boisson se cachent pour ne pas être attrapés par la police. La majorité des consommateurs d'Okanyanga de la zone Musaga consomment celui qui provient des hauts plateaux surplombant la ville de Bujumbura. Par crainte d'être arrêtés, les commerçants de cette boisson prohibée installent leurs usines au bord des rivières, dans des endroits qui échappent à la vigilance de la police. On peut citer entre autres les rives de la rivière Kanyosha, communément appelée Irohe et Kabumba. La population de Kanyosha cite également les alentours de la rivière Gashanga et Mimba comme étant des lieux de fabrication de la boisson alcoolisée dénommée Kanyanga. Ces habitants pensent que les autorités administratives et policières connaissent ces endroits, mais que certains d'entre eux sont complices dans ce commerce. 19h06 à la RPA, c'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 28 juin 2019. Merci pour votre fidélité. Merci à l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Neska Kiza, j'étais avec vous. Je vous dis au revoir et passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.